19h50, c'est l'heure de l'information sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 25 avril. Le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme aujourd'hui. La situation épidémiologique est toujours préoccupante en Côte d'Ivoire, même si le pays enregistre une baisse de plus de 50% du taux de mortalité. Et puis en France, Emmanuel Macron a été réélu avec 58,55% des voix. Marine Le Pen a obtenu 41,5% des voix. Il doit faire face à un troisième tour législatif selon Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs dirigeants internationaux ont salué sa réélection. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, c'est le terme de la journée mondiale de lutte contre le paludisme cette année. Malgré la baisse de plus de 50% du taux de mortalité entre 2017 et 2020, la situation épidémiologique reste toujours préoccupante en Côte d'Ivoire. En effet, le paludisme demeure la première cause de consultation et des hospitalisations dans les centres de santé du pays. Le ministre de la Santé exhorte les populations à dormir sur moustiquaires imprégnés. Le reportage de Thiemé Danger et de Tanguy Konan. Formation sanitaire à base communautaire de Yopougon-Ouassakara. Au box de la prise des constantes, cette patiente. Peu après, elle est l'hôte du médecin-chef. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois ici que vous faites un peu de fièvre. À part la fièvre, vous vous plaignez de quoi? Quand vous avalez la salive, est-ce que ça fait mal? Non. Ça ne fait pas mal. À terme, les signes cliniques inclinent vers un palu. Une suspicion à confirmer. C'est le TDR. C'est un test d'épuisage rapide du paludisme. Aujourd'hui, on en a fait une dizaine. Une vingtaine de minutes après, le résultat tombe. Il est positif. S'ouvre alors la phase curative. Il n'y a pas de complications, vous faites le paludisme simple. D'accord? Donc le traitement qu'on va vous donner, il est gratuit. Au même titre que le TDR, le diagnostic de paludisme que vous venez de faire. Donc on va vous donner un traitement qui va durer 3 jours. Outre les médicaments, un échantillon de moustiquaires imprégnés lui est offert. Il faut dormir là-dessus. Ce n'est pas pour aller regarder ça sur le lit, ou bien pour vous laver les assiettes. Cette visite, pour cas de palu, n'est pas isolée. Le palu est la première cause de fréquentation du centre. Pour le premier trimestre 2022, sur près de 7 968 personnes que nous avons reçues, nous avons eu environ 3 400 cas de paludisme simple. La patiente, pour sa part, jubile et s'engage à suivre les consignes sanitaires. Tout s'est bien passé. Un goût d'épaisse est gratuit, les médicaments sont gratuits. On m'a donné un moustiquaire imprégné. Comme je suis enceinte, que de dormir sous le moustiquaire imprégné. Ne pas mettre la vie de l'enfant en danger. Le centre de premier contact joue sur 2 tableaux. Le curatif, mais aussi le préventif. Sur ce front, en première ligne, le président du conseil d'administration, en plein inventaire de la dotation de la formation sanitaire. L'hôpital général de Yopougon était fermé en construction. Il vient d'ouvrir partiellement. Donc nous recevons le plus grand nombre de malades de toute la commune de Yopougon ici. Et c'est pour cela que si vous ne faites pas le comptage chaque jour, bien chaque 2 jours, vous risquez de vous trouver en rupture de stock. Pour lui, seule la conjugaison des efforts peut permettre d'infléchir la courbe ascendante du taux de consultation de la FSUCOM pour le paludisme. La prévention vaut mieux que les soins. Nous sommes dans des quartiers difficiles. Si le mal ne vient pas vite à nous et qu'il va se faire l'automédication, on peut avoir des pertes de vie humaines. Le ministre de tutelle abonde dans le même sens. Dans le traditionnel message de la Journée mondiale de la lutte contre cette pathologie, Pierre Ngundemba sonne la mobilisation nationale pour zéro paludisme. Notre pays a intégré la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent et l'assainissement du cadre de vie, en plus de l'utilisation de la moustiquaire. Si chaque citoyen s'implique, si chaque ministère s'engage, si chaque collectivité adhère et si chaque communauté participe à l'effort de lutte contre cette endémie, en intégrant les interventions du plan d'action opérationnel, alors cette mobilisation nationale serait une opération innovante à haut impact qui permettra d'atteindre l'objectif zéro paludisme en Côte d'Ivoire. Si la pathologie reste la première cause de consultation et de soins dans les hôpitaux du pays, le taux de mortalité, lui, décline de plus de 50% entre 2017 et 2020 en Côte d'Ivoire, passant de 3 222 à 1 316.
Le grand marché de Yamoussoukro, capitale politique du pays, a encore pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le deuxième incendie en 3 mois. Pas de perte en vies humaines, mais les flammes ont ravagé de nombreux magasins, plongeant les commerçants dans la consternation. Pierre Dipomela. Le grand marché de Yamoussoukro a ravagé par un incendie dans la nuit du samedi au dimanche. Les causes du sinistre, selon des témoins, un court-circuit qui aurait déclenché le feu au niveau de la boucherie avant de se propager, consumant à son passage plusieurs magasins. C'était là, un coup, ça a sauté. L'autre est parti de l'autre côté, l'autre est parti de l'autre côté, l'autre est parti de l'autre côté. Donc, en même temps, le feu a pris, donc ils n'ont pas pu maîtriser. Moi, j'ai vu directement fumer. C'est là que j'ai crié, il y a feu au marché, il y a feu au marché, il y a feu au marché. Tout le monde est venu. Maintenant, le feu était beaucoup, on ne peut pas. C'est là, il y a un jeune qui est sorti encore, lui a appelé sapeur-pompier. Mon patron aussi, lui, l'a appelé encore. La 5e compagnie des sapeurs-pompiers a pu maîtriser les flammes et circonscrire les dégâts aux environs de 8h30, sauvant ainsi d'autres commerces et magasins. Aux environs de 5h30, nous avons été alertés pour un feu de plusieurs magasins au niveau du marché. Quand nous sommes arrivés, effectivement, il y avait plusieurs magasins qui brûlaient. Il s'agissait de magasins de vivres, notamment des céréales. Donc nous avons commencé à combattre le feu et par la suite nous avons été appuyés par les éléments de la geste aussi et les éléments de l'assaut d'Exam. La préjudice subi par les commerçants est énorme, comme cette femme qui nous conduit sur les ruines de ses marchandises. Matin, on vient dans le marché, on vend, on paie à l'école, on paie maison, on paie courant, on paie l'eau. Ici, là, c'est notre deuxième maison. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'est brûlé. Je ne sais pas comment faire. Je suis venue m'arrêter pour voir que l'argent que j'ai mis dans ma marchandise, là, c'est brûlé. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Comme elle, plusieurs commerçants de ce marché ont vu leurs affaires totalement brûlées sous les décombres des magasins. À 4 heures, on nous a appelé que votre marché là, ça a pris feu. 4 heures, là, on finit il n'y a pas pour jouer de temps, on ne peut rien trouver. Donc on est obligé pour s'arrêter. Ma tante m'a dit il faut aller semer au fait. J'ai attrapé Joukan, il a dit il faut laisser à tuer. Informé du sinistre, le directeur régional en charge du commerce s'est rendu lui aussi sur les lieux pour apporter le soutien du ministère de tutelle et celui du gouvernement ivoirien. Ce que j'ai pu constater, il n'y a pas de perte en vie humaine. Par contre, nous avons des dégâts matériels énormes. Le préjudice est énorme. Nous sommes en train d'essayer d'évaluer et en train de voir les personnes sinistrées pour les enregistrer et voir réellement quel est le préjudice. Mais pour ce qui nous concerne, quand on regarde de visu, nous avons près de 1 hectare de terrain qui a été ravagé par les flammes. Et vraiment, c'est déplorable. Cet incendie est le deuxième enregistré depuis le début de l'année. Le pas de porte, aussi appelé droit d'entrée, se caractérise par le versement en capital d'une somme d'argent aux propriétaires d'un local commercial avant l'occupation. Cette exigence des bailleurs est considérée par les entrepreneurs comme un frein majeur, une situation qui bloque l'ardeur des personnes qui veulent entreprendre. Quelles sont les conséquences des pas de porte sur l'entrepreneuriat? C'est un reportage de Nadia Idja et d'Éric Kimou. Somme d'argent requise et fixée par le bailleur, en plus de l'avance et de la caution, le pas de porte correspond à une indemnité sur les avantages commerciaux d'un local, soit à un supplément de loyer, au cas où le bien viendrait à prendre de la valeur, pendant le contrat de bail commercial en cours. En 2020, Raïsa Kaboré, créatrice de mode, s'est lancée dans la recherche d'un magasin pour la vente de ses articles. Une tentative qui s'est soldée par un échec à cause des frais exorbitants de location et plus précisément du pas de porte. J'ai vu que ça n'allait pas trop m'arranger parce que si je prenais un magasin qui nous coûtait extrêmement cher, ça allait forcément jouer sur le prix de mes articles. Je n'avais pas moins de 3 millions à débourser. Aujourd'hui, n'eût été l'avènement des réseaux sociaux, le business de Raïsa n'aurait jamais pu voir le jour. Le paiement du pas de porte comme condition préalable pour l'exploitation d'un local commercial est une réalité à laquelle font face de nombreux entrepreneurs. Roland Niamkechi, comptable de profession, a ouvert ce magasin de vêtements pour se faire un revenu supplémentaire. S'il préfère taire le montant payé avant d'y accéder, le pas de porte presque obligatoire qu'il a dû débourser
a encore un goût amer. Si on va dans du Garba, et moi je vais vendre des habits, c'est carrément différent. Mais on m'a demandé de payer par des potes. Mais comme je voulais forcément avoir une activité sur le côté pour pouvoir joindre les deux bouts, je me suis mis dans cet élan-là, mais avec un pincement au cœur. Pour nombre de commerçants, cette somme d'argent à payer en plus est un frein à l'entrepreneuriat. Mais le jour où tu pars du magasin, tu revends à celui qui va prendre le magasin après toi. Mais souvent, c'est trop, je me dis que c'est trop coûteux. Tout le monde n'a pas les moyens de payer ça. Si tu as un fonds de commerce de 2 millions, 3 millions, que tu dois payer pas de porte, au-delà de ce que tu as déjà en ta possession, tu ne pourras rien mettre dans le magasin finalement. Un sentiment que partagent les agences immobilières, presque impuissantes, face aux exigences des bailleurs. En premier lieu, c'est le propriétaire qui aura discuté d'abord le premier locataire. Mais le souci, c'est que le propriétaire après se désengage. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on constate. Le propriétaire se désengage plus tard de la suite. Puisque lui, quand il aura pris son premier pas de porte, à la suite, le prochain locataire va vendre son pas de porte. Et lui, il le vend au prix qu'il souhaite. Remboursable ou non, défini selon le gré du propriétaire ou le précédent locataire, le montant du pas de porte varie d'un local à un autre. Sur la question, la loi ivoirienne reste muette. En droit ivoirien, je pense que cela, n'est-ce pas, relèverait plutôt, n'est-ce pas, de la convention des parties. Mais surtout le bailleur, n'est-ce pas, qui le demande. Les preneurs, je pense que étant intéressés par l'emplacement du local, voilà, donc très souvent ils se plient, n'est-ce pas, à cette exigence-là. Mais légalement, je pense que ce n'est pas prévu par le droit ivoirien. Même si ce n'est pas dans un code, mais du moment où ce n'est pas interdit, ça fait foi. Le Code civil ivoirien, en son article 1134, dit « Les conventions légalement admises tiennent lieu de loi entre les parties ». Régir le paiement du pas de porte pour éviter les abus des bailleurs, telle est la volonté des commerçants et entrepreneurs ivoiriens. Un acte qui contribuera, selon eux, à faire un pas de plus dans la promotion de l'entrepreneuriat. Une alternative proposée par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Sur le plan de l'éducation, depuis 2001, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'introduire les langues nationales dans son système éducatif à côté du français. Plus de 2 décennies après cette introduction, quels sont les acquis et les perspectives? Pour y répondre, les acteurs de l'éducation et leurs partenaires sont réunis en symposium à Abidjan. Saïdi Mamadou, Fulgence Kissiedou. Il est ouvert du 25 au 27 avril 2022, le symposium sur l'insertion des langues nationales dans le système éducatif formel, sous le thème « Améliorer la qualité de l'éducation par l'enseignement bilingue, état des lieux et actions pour l'avenir ». Une initiative chère au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Malgré les apparences, le bilinguisme est la source d'un inestimable trésor parce que nos enfants ont de ce fait un rapport avec le monde qui s'enrichit de la diversité de nos repères linguistiques et culturels. Nos particularités linguistiques contribuent à l'essor du français, en lui imprimant les motifs de notre histoire et de notre vision du monde. Pour le directeur du Bureau international de l'éducation de l'UNESCO, cette initiative est un pas majeur vers la sauvegarde des valeurs culturelles. Ce pourquoi nous sommes là, accompagner le ministère de l'Éducation sur la base des expériences porteuses que l'UNESCO a menées de par le monde, pour voir dans quelle mesure nous pouvons valoriser les cultures ivoiriennes à l'école, de manière à former des citoyens ivoiriens qui connaissent leur culture, qui en sont fiers, qui sont enracinés dans leur culture et qui sont ouverts sur le monde. Les langues maternelles, un des leviers pour l'amélioration de la qualité des enseignements, des apprentissages et des performances scolaires, comme cela a été prouvé dans plusieurs pays déjà. Au niveau du Burkina, par exemple, un programme a été conçu pour les 9-15 ans. Ils sont trop vieux pour aller à l'école primaire et trop jeunes pour être dans les centres d'alphabétisation. Ça s'appelle alphabétisation, formation intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le développement. Donc, en s'appuyant sur les langues nationales, ces jeunes ont un programme d'enseignement bilingue qui leur permet en 4 années de scolarité de passer le même certificat que les jeunes font 6 ans dans le système classique. 21 ans après le lancement du projet de l'école inclusive, seulement 22 écoles et 10 langues, reparties sur 9 directions régionales de l'éducation nationale, DREN, sont fonctionnelles. Ce projet est réalisé en collaboration avec le Bureau international de l'éducation de l'UNESCO et l'appui de la Conférence des ministres de l'éducation des États
et gouvernement de la francophonie, Confemen, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF, et la Banque mondiale. Ouvrant un volet politique à présent, le RHDP veut se réorganiser pour mieux occuper le territoire et prendre en compte les aspirations des militants de base. Une réunion d'information sur le projet de restructuration du parti a réuni à cet effet ce jeudi l'encadrement politique et les élus du parti présidentiel au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Objectif, présenter le dit projet à ces élus et recueillir leurs observations et suggestions. Mardoche Tekwasi, Aruna Ziba. Environ 1500 élus et cadres du RHDP ont répondu présents à l'appel de la présidence du directoire pour cette rencontre d'échange et de réflexion autour du projet de restructuration du parti. Une rencontre qui a permis à la direction du parti de présenter à ses hommes de terrain le contenu de ce projet afin de recueillir leurs contributions et obtenir un document consensuel dont le contenu permettra de corriger certains dysfonctionnements qui ont motivé cette restructuration. Les délégations des missions iront sur le terrain pour s'assurer que le découpage géographique prévu avec les localités rattachées correspond effectivement à quelque chose de suffisamment raisonnable et qui tienne compte des réalités locales. Le projet de restructuration prévoit la création de 345 départements politiques, animés par des secrétaires départementaux, faisant office de préfet du parti. Une initiative saluée par les cadres et élus présents à cette rencontre. Un parti ne peut survivre que s'il a la maîtrise de ses militants. Il est vrai que nous avions des statistiques, mais est-ce que les statistiques étaient vraiment fiables? Et aujourd'hui, je pense que c'est sur ça que le président du parti veut mettre l'accent. Les militants au niveau de la base se sentaient un peu frustrés et je crois que c'est l'occasion d'aller sur le terrain, de leur donner de l'espoir et leur permettre de recevoir les messages du parti, leur permettre de, disons, leur donner un peu plus de valeur. Cette rencontre-là conforte ce que nous avions commencé à faire depuis longtemps, organiser le parti dans notre région pour pouvoir attaquer les différentes échéances. En tout cas, cela nous conforte. Le processus de restructuration est prévu pour s'achever en septembre prochain, avec les élections à la tête des structures spécialisées du parti. Et pendant que le RHDP se réorganise, certaines organisations politiques qui se reconnaissent en lui rejoignent le parti. C'est le cas du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, dissous samedi lors d'une assemblée générale extraordinaire à Cocody. La formation politique de Soro Kinegi, ex-lieutenant de Guillaume Soro, se fond désormais dans le RHDP, parti au pouvoir pour les défis électoraux de 2023 et 2025. Pierre Dipomelin, Tanguy Kono. Congrès extraordinaire du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, le tout dernier. Les militants, réunis avec toutes les instances du parti avec à leur tête le président Soro Kinegi, ont dissous cette formation politique et se sont mis au service du RHDP. Après avoir mené le combat politique aux côtés de Soro Kibafori Guillaume contre le président Ouattara et le parti au pouvoir, les dirigeants du parti donnent de nouvelles orientations. Le ministre Mamadou Touré a salué le courage politique du désormais ex-président du RACI. Fait une introspection, à un moment donné, analyser une situation et se dire qu'on n'a toujours pas pris la trajectoire idéale et recorriger sa trajectoire, ce n'est pas tout le monde qui a l'humilité de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui a l'humilité et le courage de le faire. Donc je vais d'abord saluer ton courage politique. Pour Soro Kinegi, cette allégeance est due à une parfaite convergence de vues de son parti et du RHDP. Je pense qu'il était important que j'examine avec mes collaborateurs la nécessité de nous intégrer dans le dispositif politique du président. Parce que le plus important, ce n'est pas la pluralité des partis politiques. Le plus important, c'est la défense des opinions. Dès lors que nous pensons aujourd'hui avoir les mêmes opinions que le président de la République, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'importance à maintenir une organisation politique de trop. Voilà pourquoi nous sommes venus pour dissoudre le RACI, marquer surtout notre sincérité, notre engagement auprès du chef de l'État et du RHDP.
Le souhait de l'ex-président exécutif du RACI de retourner au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix remonte à quelques jours après sa sortie de prison en 2020. C'est le samedi 26 février à Sirasso qu'il l'annonce officiellement devant ses militants. Depuis ce samedi, Yacine Idriss Diallo est le 13e président de la Fédération ivoirienne de football avec 63 voix contre 61 pour son challenger Sori Diabaté au second tour de cette élection. Qui est le nouveau président de la Maison de Verre de Treichville? Quels sont ses projets pour le football et les attentes des Ivoiriens? Éléments de réponse dans ce sujet de Salif Yalekwe et d'Eric Kimou. Yacine Idriss Diallo est depuis samedi soir le 13e président de la Fédération ivoirienne de football à la suite de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Yamoussoukro, au pied de la basilique. Il a été porté à ce poste par ses pairs à l'issue d'une élection qui a suscité beaucoup de passion, avec 63 voix contre 61 pour son challenger au second tour Sori Diabaté, ex-patron de la Ligue professionnelle, titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées, option recherche opérationnelle. Cet homme d'affaires a exercé en tant que cadre des services financiers et commerciaux dans plusieurs structures. Il a occupé les fonctions de conseiller technique, sous-directeur administratif et financier à la fonction publique de 1983 à 1990, avant d'intégrer la radiodiffusion-télévision ivoirienne comme directeur des affaires financières durant 2 ans. Par la suite, Yid, pour ses proches, intègre la Loterie nationale de Côte d'Ivoire en qualité de directeur commercial et marketing, avant d'en être le directeur général de 1992 à 2000. De 2002 à 2010, il a été le premier responsable de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Au plan sportif, il a fait ses classes à la tête de l'équipe de football de l'Abidjan Université Club de 1980 à 1983. De 1984 à 1998, il a été vice-président de l'ASEC Mimosa, l'un des clubs phares du pays. Il intègre la Fédération ivoirienne de football en 1990 et en sera le vice-président sous plusieurs présidents, notamment Jacques Anoma. Vice-président de la FAD du Plateau, Yacine Idriss Diallo est désormais le capitaine de la Maison de Verre. Une présidence qui débute à la veille de la 2e Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire organisera du 23 juin au 23 juillet 2023. À l'entame de ce mandat, les attentes des Ivoiriens, fous, amoureux du ballon rond sont nombreuses. Pour les élections qui sont déroulées, nous sommes tous heureux d'avoir enfin un président de la Fédération ivoirienne de foot. Ça a attiré assez d'engouement, mais bon, au finish, c'est que les élections sont bien passées. J'étais beaucoup peiné parce que c'était une occasion pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de la tête de l'eau. Mais les présidents de club ont décidé autrement. Bon, on s'aligne, on espère que le choix qu'ils ont fait sera un bon choix pour nous tous et non pour eux seuls. Comme ils l'ont bien signifié avant les élections, ils avaient une expérience du football ivoirien. Et Didier Drogba a dit qu'il avait aussi une expérience internationale. C'est qu'ils puissent se mettre ensemble pour travailler. Vous voyez la situation de nos grands frères qui sont devant, c'est vraiment pitoyable. Si eux, ça ne va pas chez eux, nous qui sommes encore en centre de formation, comment nous on va faire pour surmonter les obstacles? J'espère que le nouveau président de la FIF va vraiment penser à la vie des acteurs. Il entend opérer une transformation du football avec 6 axes en urgence. La bonne gouvernance, les assises et le symposium du football ivoirien, la revalorisation du football ivoirien, la mise en place d'un pool d'investisseurs, le renforcement des relations avec les autorités, la préparation des prochaines échéances, notamment la CAN 2023. Et on se rend en France pour refermer ce journal. Emmanuel Macron entame aujourd'hui un second quinquennat après une victoire face à l'extrême droite au score historique. Il a obtenu 58,55% des voix. Plusieurs dirigeants internationaux ont salué sa réélection. Pierre Dipomela. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et celui des États-Unis Joe Biden ont par des tweets salué la réélection d'Emmanuel Macron en France. Une vague de compliments à travers le monde, dont ceux de l'Union africaine, postés par son président de la Commission, Moussa Faki Mahamat. J'adresse mes chaleureuses félicitations au président Emmanuel Macron pour sa brillante réélection. Je suis heureux de poursuivre avec lui notre engagement pour bâtir entre l'Afrique et la France, et plus largement l'Europe, des relations rénovées et mutuellement avantageuses. Peu après l'annonce de la victoire du président sortant, Emmanuel Macron, sur sa rivale Marine Le Pen, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Rennes, malgré un important déploiement des forces de l'ordre, scandant des slogans hostiles au président réélu. Plusieurs feux de poubelle ont été allumés par les manifestants et les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de gaz lacrymogènes.
À Paris, dans un climat plus calme, des électeurs ont réagi à cette réélection, mais aussi à la progression de l'extrême droite. C'est surtout du soulagement, parce qu'on a battu l'extrême droite. Maintenant, c'est quand même pas de la joie, parce qu'on voit que les résultats pour l'extrême droite ont monté énormément depuis... on est quand même à des pourcentages très très élevés. Donc il ne faut pas non plus se réjouir. Et puis surtout, après, maintenant, il faut continuer le combat pour pouvoir en fait, obtenir ce qu'on veut dans les prochaines décisions de Macron. Moi, j'aimerais qu'on investisse plus dans l'éducation et dans les nouvelles méthodes pour former les jeunes à justement répondre aux enjeux climatiques. Et je trouve que c'est vraiment des sujets qui n'ont même pas été abordés. Donc le combat continue. Enfin, je suis un peu mitigé parce que dans un premier temps, j'ai pas vraiment fait un choix pour un programme parce que ni l'un ni l'autre me plaisait franchement. J'ai plutôt fait un vote contre. Et ça, je trouve c'est un peu dommage dans une politique. Mais en règle générale, la politique, j'y crois plus trop. Donc j'irai voter aux législatives parce que je pense que c'est important. Et c'est vraiment, comme disait Jean-Luc Mélenchon, c'est un vrai troisième tour. On était quasiment sûr qu'il repassait. Donc il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais c'était l'écart qu'on ne savait pas. Et l'écart est quand même assez réduit. Donc... Voilà, c'est une petite victoire, on va dire. Au cours de son premier mandat, Emmanuel Macron a dit vouloir dépoussiérer la relation entre la France, ancienne puissance coloniale, et le continent, s'adressant particulièrement à la jeunesse, notamment lors du discours de Ouagadougou en novembre 2017, où il avait promis une rupture dans la politique française en Afrique. Après ce scrutin, les mouvements politiques se mettent en ordre de bataille pour les élections législatives de juin. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Prenez soin de vous et à demain.